les agriculteurs sont toujours concernés. Donc là, même en octobre. 20 ans à peu près. Le problème de l'agriculture, c'est que les agriculteurs, il est plus facile de... Et en même temps, il faut que les aides, pour la coopérative principale. La Bretagne a toujours été plus agricole que la moyenne française. Les grandes transformations de l'agriculture bretonne datent, disons, aux premières moitiés du XXe siècle, en particulier entre les deux guerres, où là on a vraiment en Bretagne ce qu'on pourrait appeler une véritable économie paysanne, mais qui est fondée en fait sur un système polyculture-élevage. C'est-à-dire que dans chaque exploitation, on a à la fois un ensemble de diverses cultures qui se succèdent, hein, les rotations ou l'assolement, avec des cultures fourragères, des céréales, des cultures, des légumineuses, etc. Et on a aussi tout un panel d'animaux d'élevage. On a quelques porcs, on a des bovins à lait, on a de la volaille, etc. Et tout cela fonctionne un petit peu en système presque clos. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les déjections animales vont servir à enrichir la terre qui va produire davantage, et on va nourrir les animaux avec justement ce qu'on a produit, par exemple l'orge pour les porcs, les pommes de terre pour les porcs. C'est tout un système donc, qui fonctionne en autonomie et avec relativement peu d'échanges avec l'extérieur. Le problème, c'est que ce système ne permettant pas d'avoir des ressources très importantes. Les gens sont pauvres, malgré tout. Le grand changement va se faire principalement après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, où les jeunes agriculteurs commencent à se rendre compte que finalement leur situation telle qu'ils la vivent n'est pas vraiment satisfaisante. En plus, les ouvriers agricoles commencent à partir, etc. Et donc, ils éprouvent un besoin de changement, de changer les choses. Et pour changer les choses, en fait, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont se combiner. D'une part, un facteur, je dirais, presque sociologique, c'est-à-dire que grâce à l'influence en particulier des prêtres, des paroisses, il y a tout un mouvement dont on a beaucoup parlé, qui est la JAC, la Jeunesse agricole catholique, qui permet aux jeunes de se rencontrer, de discuter, alors de religion peut-être un petit peu, mais surtout de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, pour améliorer, pour introduire le progrès en fait chez nous. Et en même temps, il y a tout un ensemble de facteurs extérieurs qui se produisent à ce moment-là. On est dans la période des Trente Glorieuses. C'est d'abord l'électrification, parce que les campagnes n'étaient pas électrifiées. Donc l'électrification, ça veut dire un certain nombre de machines qui vont pouvoir fonctionner à l'électricité. C'est la motorisation, les tracteurs vont arriver. Et puis on va avoir tout un ensemble de nouveautés génétiques, en matière de génétique. Donc on va avoir de nouvelles variétés, des plantes plus productives. On va introduire le maïs, qui n'était pas cultivé en Bretagne précédemment. On va avoir de nouvelles races de bovins. La Bretagne pinoire ou les vaches traditionnelles, c'est fini. Il y a des nouvelles techniques qui sont possibles et qui vont permettre justement, je dirais, d'améliorer la production, d'améliorer le revenu. Mais on est encore sur des exploitations pas très grandes. Donc comment faire pour intégrer ce progrès? La première solution, c'est effectivement commencer à s'agrandir. Les agriculteurs qui partent à la retraite, les voisins commencent à agrandir leur exploitation. D'autres, surtout dans nos régions ici, dans le bassin de Rennes, vont rester sur une petite ferme, mais l'un des membres de la famille va aller travailler à l'extérieur. Il faut dire ici, dans les années 60, l'importance de l'implantation de Citroën, par exemple. Et puis surtout, le phénomène nouveau important, c'est qu'on va découvrir la possibilité d'avoir des productions, ce qu'on appelle hors sol. Et ça, c'était vraiment la vraie révolution. Et donc la possibilité d'avoir des élevages qui sont déconnectés. Je vous disais tout à l'heure que dans le système polyculture-élevage, la production de la ferme nourrit les animaux. Dès ce là on va déconnecter la production de la ferme de l'élevage. Donc, ce qui permet d'avoir des ateliers de volailles, des ateliers de porcs beaucoup plus importants. Même si la surface n'augmente pas, ça va permettre d'accroître la taille économique de l'exploitation. Ceci étant, ça va supposer maintenant qu'on va rentrer dans une économie d'échange. Avant, on était un peu dans l'autarcie. D'une part, il va falloir acheter tous les biens nécessaires pour nourrir les animaux, donc acheter des aliments du bétail, puisqu'on n'a plus de quoi fabriquer sur place. Il va falloir s'équiper, donc acheter des tracteurs, acheter des machines, etc. Il va falloir acheter plus d'engrais. Vont commencer à arriver les phytosanitaires, etc. Donc il y a tout un ensemble d'intrants qu'il va falloir acquérir. Et par ailleurs, il faut trouver des débouchés. Par exemple, traditionnellement, la production du lait était transformée sur place, c'est-à-dire qu'on écrémait le lait, on fabriquait du beurre qu'on allait vendre au marché. Maintenant, c'est fini. Les firmes d'aliments du bétail se sont développées un peu partout en Bretagne pour justement
assurer l'alimentation des porcs ou des volailles, ou même des vaches laitières. Il a fallu des laiteries se sont imposées, hein, il fallait mettre en place des abattoirs, enfin, etc. Il y a toute la logique aussi industrielle qui va de pair avec cet accroissement, ce changement de système de production. Donc pour diffuser tous ces progrès techniques, ont été mis en place des groupements de vulgarisation agricole, ce qu'on appelait des CETA également, des centres d'études techniques, c'est-à-dire que les agriculteurs se regroupaient, allaient voir des champs d'expérimentation chez le voisin qui avait déjà implanté du maïs ou qui avait déjà fait autre chose. Ensuite, il y a eu tout le volet coopération, c'est-à-dire que les agriculteurs aussi ont appris, par rapport aux industriels, ils ont voulu monter leurs propres outils, hein, de commercialisation. Donc ils ont monté des coopératives production, de transformation du lait, des coopératives de commercialisation des porcs, etc. Effectivement, la politique agricole a accompagné tout ce mouvement. À la rupture, c'est les années 60-62 en fait, hein, avec la PAC, mais aussi la politique française d'abord. Hein, parce que jusqu'en années 60, la politique française c'était uniquement une politique de prix. Et ça favorisait les plus gros, ceux qui produisaient le plus, parce que les prix étaient soutenus. Et donc c'est en 60 et 62, avec en particulier un ministre célèbre, qui est Edgar Pisani, donc on a défini à ce moment-là en France ce qu'on appelait la politique des structures. En concertation, co-gestion avec les syndicats, en particulier la FNSEA et le CNJA. Donc on a mis cette politique des structures qui visait à faciliter l'installation des jeunes agriculteurs, à faciliter le départ des agriculteurs âgés, voire une sorte de migration géographique des zones les plus peuplées vers les zones moins peuplées, tout un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place pour justement permettre cette modernisation des exploitations. Alors la politique agricole commune, c'est donc défini dans les années, c'est à partir du traité de Rome qui a créé la communauté européenne. La politique agricole commune, il y a plusieurs principes. Le premier, c'est la libre circulation des produits agricoles, c'est-à-dire que le même prix pour les produits agricoles, il n'y a plus de droits de douane entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Italie, etc. Vous voyez, donc c'est libre marché. Et par ailleurs, la PAC, c'est aussi protection par rapport aux marchés extérieurs. Par exemple, le prix du blé en Europe était supérieur aux prix mondiaux. Quand on importe des céréales, on met une taxe pour que les céréales importées soient au même prix que les prix intérieurs. Et si on exporte des céréales, on donne une subvention pour que les céréales exportées soient au même prix que les marchés mondiaux. Plus vous produisiez, plus vous aviez de revenus, puisque le prix était garanti de ce que vous produisiez. Donc effectivement, les agriculteurs étaient incités toujours à produire davantage. Et comment est-ce qu'on produit davantage? Soit effectivement on a des ateliers de production plus importants, et effectivement les ateliers de production dont je parlais, des hors-sols, hein, on est passé à des milliers de porcs, des milliers de volailles, etc. Soit on cherche à accroître les surfaces. Oui, on peut vraiment parler de passage de paysans à agriculteurs. Ah oui, absolument. Oui, et même certains parlent d'entrepreneurs agricoles. Enfin, c'est vrai que ce qui s'est développé à partir de ce que je vous ai dit, ça va plutôt être ce qu'on appelait, entre guillemets, l'agriculture productiviste. C'était une agriculture qui cherche à produire toujours plus. Hein. Mais les pouvoirs publics se sont rendus compte que produire toujours plus, c'était peut-être bien, mais à un moment, ça a des limites. Alors soit on produit trop, et donc il faut mettre des quotas, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler des quotas laitiers. À certains moments, il a fallu dire, vous ne produisez pas plus de lait que cela, parce que sinon, on est complètement débordé par le... Vous voyez. Et puis, ils se sont rendus compte aussi que ça avait des inconvénients en matière d'environnement. Hein, parce que plus on produit, mais on utilise de plus en plus ce qu'on appelle des intrants, des engrais, des phytosanitaires, et donc avec les problèmes de pollution de la nappe phréatique, pollution etc., les algues vertes et compagnie qui peuvent se produire à partir de là. Il y a quand même un certain nombre d'agriculteurs qui se sont rendus compte qu'il y avait, entre guillemets, d'autres manières de produire et de faire que ce modèle intensif, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on voit apparaître effectivement de l'agriculture biologique, hein, qui contribue qui évite d'utiliser un maximum d'intrants. On voit des agricultures un peu de proximité, où on cherche plutôt à développer les circuits courts, etc. Ce qui représente, j'en sais trop rien, mais c'est à peu près 20% un peu de l'agriculture dans son ensemble. Et puis sur l'agriculture classique, ou l'agriculture conventionnelle, c'est inégal. C'est inégal. Il y a certains qui font des efforts, d'autres qui en font moins. Ça, c'est le problème, quoi. Est-ce que les exploitations sont déjà trop grandes pour retourner à un modèle paysan?
Ah oui, non, non. Je crois que on ne reviendra pas au système traditionnel, ça c'est clair. Il y a beaucoup un certain nombre de chercheurs qui prônent ce qu'on appelle l'agroécologie, par exemple, qui n'est pas nécessairement l'agriculture biologique, mais une agroécologie dans laquelle on revient un peu aux techniques que j'évoquais au tout début, dans lesquelles on va associer davantage différents types de plantes, hein, pour protéger les sols, dans lesquelles on va mettre en place un couvert végétal en hiver pour éviter le lessivage. Hein, il y a on va réintroduire des plantes légumineuses qui vont permettre d'enrichir le sol, etc. Tout un ensemble de pratiques qui permettent aussi d'éviter trop de traitements. C'est une des solutions, me semble-t-il, oui, effectivement. Hein. Et qui n'est pas une solution, comment dire, radicale, en ce sens, c'est pas de dire on revient, hein, à l'économie, à l'agriculture des années 50, hein, avec toutes ces petites fermes de 10 ou 15 hectares. Non, non, c'est pas ça. Mais comment dire, dans les structures actuelles, possibilité effectivement comment dire, de développer, d'avoir une autre manière peut-être de conduire son exploitation.